Salut les petits enfants, c'est Papinogo. Aujourd'hui, ce ne sera pas un jeu que je vous propose, mais plutôt une découverte. Une découverte sur un jeu de rôle à venir. L'autre monde. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement un jeu sur l'univers post-apocalyptique steampunk, avec une équipe jeune et dynamique, qui normalement devrait sortir leur kit d'initiation à partir d'avril 2018. Ils m'ont fait l'honneur de faire l'interview au musée du Berry. C'est eux qui avaient choisi le lieu. Et à la fin de la vidéo, vous aurez une petite surprise de quelques minutes. Sans plus attendre, voilà ce qui s'est dit. Salut les petits enfants, c'est Papinogo. Aujourd'hui, je suis au musée du Berry. Vous me direz, qu'est-ce que tu fais là? Je suis avec l'équipe de l'autre monde. Je vous avais promis une interview. L'interview va donc avoir lieu. Première petite question que j'ai en tête. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Donc moi c'est Kevin, bonjour à tous. Je suis en charge du background de l'autre monde dont on vous parlera un petit peu après. Moi tout simplement c'est Jean-Hubert, enfin Jules pour les plus intimes. Voilà, donc moi j'ai créé le jeu. Donc je gère un petit peu toute l'équipe, toute l'histoire, etc. On essaie de s'ordonner et j'ai été rejoint par mes comparses dans cette aventure absolument extraordinaire. Donc moi c'est Geoffrey, je suis responsable du background de la Terre et aussi du bestiaire. Et moi c'est Mickaël, moi je m'occupe de la communication avec les différentes associations avec lesquelles on fait des événements et aussi je mets la main un peu à la pâte un peu à tout, je fais des petits trucs de temps en temps. Donc, faut savoir que lorsque j'avais été à la 4e édition Retour vers le ludique de la Mandragore, j'étais tombé sur Kevin que je connais vu qu'on est dans une association de jeux. Donc ça ne veut pas dire que je fais du favoritisme. Loin de là. Donc, et puis je lui ai fait tiens, qu'est-ce que tu fais là? Et il m'a dit je suis parti d'une équipe de jeux de rôle. On aimerait trouver un éditeur et autres. Donc j'ai fait ouais jusque là et puis dans la journée, vu que j'y étais allé juste pour la journée, passé le week-end, j'avais pas pu avoir le responsable. Je travaillais ce jour-là malheureusement ça a été reporté. Samedi dernier, ils ont proposé leur prototype de jeu aux couleurs du jeu. Tu n'étais pas présent. Donc, étrangement, ils m'ont fait la surprise ce matin de me téléphoner. Cette fois-ci, on est toute l'équipe. Est-ce qu'on peut faire l'interview? J'ai fait oui, pas de souci. Je vous avais promis une interview. Et puis, j'avais aussi promis à ma chaîne d'abonnés. J'ai fait, il n'y a pas de souci. D'où on se retrouve, ça c'est une surprise de leur part, au musée du Berry. Donc, c'est vous qui avez choisi le lieu. Et pourquoi justement avoir choisi ce lieu, précisément? En fait, on est dans un cadre historique, dans le musée du Berry, donc autour de stèles, notamment funéraires ici. Moi, personnellement, c'est que je travaille dans les musées en ce moment. Et aussi parce que dans l'autre-monde, il y a toute une idée d'histoire, de mythologie qui se mêlent les unes aux autres. Un lieu historique, c'est toujours plus agréable pour parler d'un jeu, et notamment d'un jeu qui a des racines profondes dans l'histoire. Alors justement, l'autre monde. L'une des premières questions qui me vient, c'est comment tu as eu l'idée de créer l'autre monde et quels sont les univers dont tu t'es inspiré? Alors en fait, à la base, c'était avec un ami quand on était très jeune, qui s'appelle Johan, qui était avec moi pour créer l'univers. On a inventé cet univers ensemble. Alors évidemment, au départ, beaucoup d'heroic fantasy, mais les choses ont rapidement évolué, chacun au fur et à mesure de nos lectures respectives. Il y a eu Lovecraft, qui m'a énormément inspiré, et une série de livres qui m'a vraiment marqué, qui s'appelait la trilogie de Bartiméus, une sorte d'uchronie, qui parle de sorciers qui prennent le contrôle du monde sur des humains, et qui dominent ce monde avec un système un petit peu d'occultisme et de domination. J'ai beaucoup aimé l'idée. Alors après, évidemment, plein d'inspirations et que les autres ont chacun ajouté leurs idées, bien sûr. Ils vont les dire juste après. Moi, tout ce qui est
post-apocalyptique m'a toujours intéressé, et notamment toutes les inspirations steampunk, notamment dû à mon amour de l'histoire, et voilà, vraiment toute une notion par rapport à l'histoire, une réutilisation de l'histoire dans la fantasy et même dans les univers de science-fiction, etc. Enfin, j'ai toujours été très intéressé par ce mélange et c'est porteur de messages, je trouve. Après, si vous avez des choses à rajouter. Moi, je sais que moi, par exemple, j'ai aidé à créer les Xantiens, qui est un peuple assez martial. C'est les grands génies, je sais pas, Napoléon, Alexandre le Grand, aussi pour les génies en termes d'infrastructure, donc Vauban, etc. Donc c'est là vient toutes les inspirations, et puis bien sûr les inspirations, moi j'ai été plus sur une fin Renaissance en Italie, pour imaginer le pays des Xantiens, son territoire. Sinon, il se situe à peu près vers quelle époque le jeu? Alors en fait ça se passe... alors, on ne sait pas vraiment en fait, on sait qu'il y a eu une guerre nucléaire un jour, et ça se passe après. Alors il n'y a pas de datation véritablement précise, hein, les archives ont été perdues, du temps a passé. Justement, c'est toute la question de combien de temps s'est passé depuis cette catastrophe. Mais en tout cas, un monde s'est recréé sur les cendres du précédent. Et c'est toute la thématique en fait de l'autre monde que des gens venus d'ailleurs ont réussi à prendre le contrôle de ce monde. Ces gens venus d'ailleurs étant les incarnés et ont pris le contrôle de territoire et ont décidé d'imposer leurs lois. À la suite de ce cataclysme qui permet de recréer une sorte de renaissance, de renouveau, pas forcément dans un sens positif, mais à partir de quelque chose d'ancien, mais en apportant la particularité des incarnés. Donc je vais m'adresser à tes trois acolytes, là, c'est plus pour lequel j'ai envie de poser une petite question. L'ordre d'arrivée dans lequel vous avez intégré le projet, et par exemple ce que vous y faites, et l'univers dont vous êtes inspiré pour ajouter du piment au projet. Donc j'ai rejoint le projet après Jean-Hubert forcément. Il m'avait présenté son univers steampunk, post-apocalyptique, avec toutes les références qu'il a citées précédemment, et j'ai été intéressé par le projet en lui-même. Et donc j'ai créé quelques pubs, voilà, et ensuite j'ai hérité petit à petit du background de l'autre monde, comme il avait décrit tout à l'heure. Donc ensuite, après c'est moi. C'est peut-être même pas une semaine après que j'ai rencontré Jean-Hubert, j'ai eu un coup de fil. Oui, et puis il dit voilà, et on parle, et à un moment il commence à me parler de ce jeu, l'autre monde. Je dis oui, mais il commence à m'expliquer les rouages, les petites nuances. Je vois, ça a l'air sympa et tout. J'ai fait une partie. C'est très sympa et tout. Puis on parle, on commence à voir déjà qu'on a un point commun, c'est l'amour de l'histoire. C'est vrai. Et surtout, moi, je suis sur un point de vue militaire. Et il me dit tiens, j'ai un peuple, j'ai personne pour s'en occuper, moi j'ai plein d'autres choses à faire, et je voudrais bien que tu t'en occupes. J'ai fait ok, je vais regarder avant un petit peu, hein, je vais pas me lancer dans cette aventure sans préparation. Et je commençais à avoir des idées, je commençais à voir mes influences, et j'ai fait ok, banco, on va se lancer là-dedans dans l'écriture d'un peuple. Et c'était... j'ai eu le feeling, au bout de 4 ans il est toujours là. C'est ça. Alors moi, le projet, ça fait 3 ans que je suis arrivé dans les derniers en fait. Oui, finalement. Finalement, c'est ça. Ouais. En fait, Jules me parlait du projet depuis un moment déjà, puis un jour il me dit ça te dirait pas de faire quelque chose pour nous, pour voir? Il m'a demandé de faire 2 créatures pour le bestiaire. J'ai fait mon petit truc chez moi tranquillement, je lui ai envoyé. Puis on a adoré. Voilà, apparemment tout le monde a aimé. Il m'a dit allez, rejoins l'équipe. Ouais. Ok, j'ai rejoint l'équipe. Et comme je connaissais déjà un peu l'univers, j'étais très attiré, je dois bien le dire, par cet univers.
Puis je me suis intégré finalement plutôt bien au groupe, j'ai trouvé, donc voilà. La question qui suit, je l'avais pendant que je t'écoutais, et bien sûr, comme d'hab, Papinogo n'a pas de mémoire, il commence à faire vraiment très vieux, donc ça me reviendra plus tard, certainement. Donc on va un peu parler du jeu en lui-même. J'ai eu l'occasion de le tester. Tu étais mon maître de jeu, Ouais. donc moi j'ai bien aimé, tu es toujours resté fluide. T'as pas essayé de nous faire un coup je fais le gentil, un coup je fais le méchant. Donc j'ai trouvé ça intéressant que la personne reste toujours dans la même optique. Et c'était un one shot, je pense que c'était un one shot de découverte que vous faisiez. Ouais. Donc moi ce que j'ai bien aimé, je me suis rendu compte que moi j'avais pris les nains parce que j'aime bien les nains, ils sont petits mais c'est des gros bourrins. Et est-ce que vous pourriez aussi me parler des races qu'il y avait? Donc il y avait le nain, mais en fait c'est pas le nain classique, d'ailleurs le nom va changer, hein. Maintenant c'est des vracs. D'ailleurs, même il n'y aura plus de noms en fait. Les noms, on les enlève. Hein. Oui, en fait, les nains vont Il y disparaître. a des Voilà. changements. Ouais. Il Il y a des changements qui sont changements. en cours. Donc il y avait le Xanthien, dont Mika a déjà un peu parlé, qui sont basiquement des moines guerriers. Voilà, Certains sont des moines guerriers, d'autres sont vraiment des soldats, d'autres sont plus des savants, et certains sont même des assassins contre le pouvoir en place. Non, c'est pas lui qui est ça. absolument pas. Miles Maximus un jour, Miles Maximus toujours. Donc il y a eu les Xanthiens, il y a eu les Griffes. Alors les Griffes, c'est une race qui a une histoire assez amusante en fait. Parce que plusieurs personnes s'y sont essayées à tour de rôle. C'est vrai que ça a été l'hécatombe, mais on a réussi enfin En fait, le concept du griffe, c'est que c'est une sorte de race un peu ancestrale qui a en fait exploré le monde en première. C'est elle qui a défriché les mondes. Et le problème, c'est qu'une fois son utilité accomplie, il a fallu qu'il fasse autre chose. Et c'est devenu une race un peu d'érudits, de gens dotés de grandes capacités intellectuelles et surtout capables de se renouveler. Et leur particularité, c'est que c'est des grands humanoïdes, à la fois entre l'humanoïde et une sorte de grand lion bipède qui base sa structure hiérarchique et sa société sur leurs griffes, en fait, la couleur des griffes, la longueur, etc. Donc, toute la caste de cette société se base là-dessus. Ouais, donc les Dragines. Alors les Dragines, c'est une race d'assassins d'une certaine façon qui est divisée entre guillemets en deux. Ils ont deux façons de voir l'assassinat. Soit on assassine la personne de la façon la moins douloureuse possible et en respectant au maximum son corps, par exemple la décapitation c'est interdit, soit on va dans la violence extrême et on s'amuse. C'est à peu près ça. Oui, surtout qu'en fait, le problème dans les mythologies dragines, c'est que plus on tue quelqu'un violemment, plus ça va servir la mort, qui est une sorte de protectrice pour les dragines. C'est une sorte de paradoxe en fait. C'est-à-dire, la violence sert un dessein plus grand, mais en même temps face à un respect tout de même de la personne qu'on doit exécuter, ce qui fait que le dragine est toujours entre deux pieds, entre deux ambivalences. Au niveau de moi, la mécanique du jeu, vu que j'ai eu l'occasion de faire un scénario, voilà, moi, pourquoi vous vous êtes concentré que sur les D6, alors qu'en général, chez les rôlistes, on utilise moult dés? Vas-y. Justement, parce qu'on s'était dit, à la base, on voulait créer un univers complexe, donc un background riche, complexe, mais avec un système simple. Donc, justement, un background complexe, un système complexe, ça fait trop de complexité. Donc voilà, on a préféré se baser sur le système du D6, qui justement, le D6 est connu par tout le monde, même celui qui n'est pas vraiment rôliste, qui est débutant ou quoi, connaît le D6. Donc on voulait un système simple, comme je l'ai dit, et un background compliqué. Enfin, complexe. Étendu. Oui, voilà, c'est ça.
le système a évidemment des spécificités. Enfin, on peut vraiment faire des personnages. C'est pas le système D6 classique, faut le dire quand même. C'est un D6 qu'on a créé exprès pour le jeu, avec ses petites spécificités. Bon, pas des choses extraordinaires non plus, mais le but c'était vraiment cette simplicité toujours, pouvoir amener rapidement le joueur dans un gameplay face à un background qui peut être impressionnant au début, mais en fait qui est lié au jeu, puisque en fait, c'est un jeu à révélation, donc c'est tout l'intérêt du jeu. Donc, en ce qui concerne le fiche de perso que j'ai eu l'occasion de voir, moi j'ai eu pour la démonstration une version noire et blanche, donc qui me paraissait assez fluide, on s'y retrouvait assez rapidement. Existe-t-il une version papier couleur? Alors oui, alors après, encore une fois, on est vraiment dans l'idée de rendre le jeu de rôle facilement accessible. Donc il y a une version color, même si on propose la noir et blanc, la plupart des joueurs impriment en noir et blanc les fiches, c'est quand même assez rare. Et bon, on a bien sûr une couleur, mais c'est pour permettre plus facilement aux joueurs de s'immerger dans le jeu et pouvoir éviter d'avoir, aussi le système, un système simple, c'est aussi avoir un matériel rapidement, donc une fiche noir et blanc, quelques dés, et puis hop, on peut y aller, quoi. Question suivante, c'est le travail sur une campagne ou un scénario vous prend combien de temps? Alors, vu qu'on n'a pas encore fini. Alors, la campagne c'est extrêmement long. Alors, là en ce moment en fait, on est en train de mettre en place un kit de découverte, donc avec un scénario exclusif. Et bon, pour écrire ce scénario-là, juste pour l'écriture du scénario, je parle même pas de la mise en page, etc. Il m'a peut-être bien fallu 20-30 heures. D'ailleurs, Kevin m'avait fait un premier jet et que j'ai repris en main, etc. Donc ouais, je pense qu'il y a entre 20 et 30 heures pour écrire un scénario. Oui, déjà, j'avais mis 15. J'ai bien attaqué la campagne et ça prend beaucoup de temps. Oui. Là, je suis juste dans les arcs narratifs, dans les synopsis détaillés. Déjà, rien que ça prend beaucoup de temps. Donc je pense qu'effectivement, ça va prendre beaucoup de temps de tout sortir, surtout qu'on tient à faire vraiment une campagne intéressante. C'est vraiment des objectifs de l'autre monde, puisque c'est un background avec vraiment des révélations, etc. S'attacher au personnage, s'attacher à l'histoire, à l'univers. Voilà. Comme tout jeu, il y a une histoire. Et quelle serait l'histoire de l'autre monde? Alors, c'est un vaste sujet. Oui. Grosso modo, donc, on l'a dit tout à l'heure, ça se passe après une guerre atomique, pendant plusieurs années après. On arrive, je ne sais pas clairement la chronologie, mais il se trouve que pendant cette guerre nucléaire, il y a un homme qui est arrivé, qui a décidé de stopper cette guerre. Alors comment il a fait? C'est un être doté de pouvoirs absolument exceptionnels. C'est l'un des plus puissants incarnés qui existent. Je reviendrai sur les incarnés, qui a stoppé cette guerre. Et face à cet homme providentiel, donc l'Empire franco-allemand est né avec lui à sa tête. Il est devenu empereur. Et l'Empire franco-allemand est devenu une grande puissance avec cet homme-là à sa tête, Karl Albrecht, et a fondé une sorte de régime qui a fait régresser la technologie à un état steampunk, c'est-à-dire un monde de vapeur, un monde victorien, haussmannien, Napoléon III, d'où aux inspirations historiques. Et en fait, tout autour de ça, c'est monté une sorte de résistance, évidemment, face à ce régime absolument oppressif dans la culture, des usines, de la culture ouvrière de la fin du 19e siècle, jusqu'au grand conflit du début du 20e siècle, comme la Première Guerre mondiale. Et le truc, c'est que ces incarnés, en fait, viennent d'un autre monde, qui s'appelle l'autre monde, maintenant. Et ces incarnés viennent en prenant des humains comme hôtes, c'est-à-dire qu'ils sont des créatures dans un autre monde qui prennent un humain comme hôte, et viennent sur Terre pour un dessein mystérieux, car apparemment leur monde, l'autre monde, semble être en train d'être détruit, et sur Terre se trouve la réponse à leurs problèmes. Et donc c'est pour ça qu'il y a une sorte de guerre, de grand conflit lié à ça. Donc à la fois cette dimension de la Terre, de cette oppression des classes, et en même temps ce conflit général, cette épée de Damoclès sur l'univers, que l'autre monde, là où viennent les incarnés, est en train de disparaître. Et puis donc on peut aussi parler de la société en elle-même qui est vraiment basée sur ces incarnés.
sur un privilège des incarnés comparé aux humains basiques qui sont souvent des ouvriers ou des gens qui travaillent dans d'immenses serres afin de nourrir les grandes villes telles que Paris. Même s'il faut souligner que l'incarné représente à peu près, on va dire, un petit pourcent de la population, donc ils sont mondiales. À peine. À peine. C'est vraiment minoritaire, mais ils ont le contrôle. Une petite minorité, elle contrôle. Bon, faut dire que si les gars viennent d'un autre monde, je pense tout de suite à un certain Toad par rapport à une autre dimension. C'est sûr que quand il arrive, allez, vas-y, je vais me la péter, puis voilà quoi. Alors après, justement, la différence entre Toulouse, qui est forcément un être mauvais qui veut détruire tout, les incarnés eux-mêmes sont en conflit. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs camps et à la fois donc, la flotte qui est contre la coalition. Et en fait, chacun des deux camps a vraiment un objectif précis. Nous ne dirons pas pour le moment. Et également une grande menace qui sont les hordes innombrables, une sorte d'armée insatiable qui ne cesse et inlassable, qui est implacable, tout ce qui rime en able, qui ne cesse d'arriver en constant sur notre monde et qui commence à arriver sur Terre. Et tout ça, effectivement, crée des menaces et des camps. Donc, c'est pas une communauté homogène, les incarnés. C'est pour ça d'ailleurs que les joueurs jouent des incarnés qui ont chacun leurs convictions, leur vie, leur histoire, leur famille, et on attache une grande importance à l'histoire des personnages, qui est même inclus dans la création du personnage. J'ai une question, puis là elle est partie. Tu veux revenir s'il te plaît? T'es en rapport avec. J'essaie de récupérer la question. Là, dans le jeu, de mémoire, je faisais partie d'un ordre, c'est ça? Le personnage. Ah oui. Voilà. L'ordre de la météore, qui est une création de Mister. Non. Un peu commune. Oui, c'est que c'est mon préféré, c'est mes petits chouchous. C'est mes chouchous à moi. Voilà. Alors, l'ordre de la météore, c'est une organisation à part. Ils sont neutres, si je me souviens bien. Ils sont totalement neutres. Ils ne prennent parti ni pour l'Empire ni pour la Résistance. Leur principale préoccupation, c'est le savoir, si je me souviens bien. C'est le savoir et le partage. Et le partage, oui, du savoir. Et aussi, une autre mission qui est en rapport justement avec le scénario qu'on a fait, c'est qu'ils s'occupent des monstres pour protéger la population. Et ce qui est très intéressant en fait, avec l'ordre de la météore, c'est que c'est le flou avec ces deux fameux camps qu'on parlait, la résistance et l'Empire. Parce qu'on dirait, oui, l'Empire, c'est une dictature, c'est des méchants et tout. Mais pourtant, cet empire a officialisé l'ordre de la météore, même donné Notre-Dame. Oui, c'est effectivement Notre-Dame et le quartier général de la météore de Paris. Donc avec une grande pendule mécanique en forme de comète qui s'abaisse ou monte, un peu une sorte d'horloge de fin du monde. Voilà, et le problème c'est que il donne du crédit à cet ordre qui est bon avec le peuple, aussi bien humain qu'incarné. Il n'y a aucune différence et donc ça, du coup cette résistance qui elle combat ce dictateur se trouve un peu lésée parce que il faut quelque chose de bien, donc ça leur donne un côté assez bon pour le peuple, donc le discours de la résistance se fait un peu lésé. Donc c'est un flou, c'est pour ça que j'adore l'ordre de la météore, cette neutralité, la politique, on s'en fiche, nous c'est le bien des êtres vivants, et c'est ça que j'adore. Et non sans cacher quelques secrets. Sans cacher quelques secrets, évidemment. Le dirigeant de l'ordre est une sorte d'être mécanique constamment assis sur son trône et on n'arrive pas à savoir exactement ce qu'il pense. Voilà, son origine. Voilà, donc il y a tout de même des secrets dans cette faction qui sont sans doute liés à la grande histoire, mais nous n'en dirons pas plus. Voilà. Comme le dirait un certain
Jean-Michel Larquet. Tout à fait, mon cher Juve, mais ceci vous le découvrirez en jouant au jeu. Donc, petite question justement, en parlant de jouer, ça s'adresse à quel type de public votre jeu? C'est une bonne question. Moi, je pense pas que on est. Alors, on n'est pas à la fois ni pour les spécialistes ni pour les débutants. C'est-à-dire que notre but, c'est quand même de proposer une campagne assez riche en histoire, en rebondissements, en personnages. C'est notre objectif. Donc, des gens qui aiment les histoires dans le jeu de rôle, avant tout. Même si, évidemment, donc avec tout de même un système de gameplay, d'évolution des personnages très important. On pense à l'XP beaucoup, avec un système d'expérience assez développé. Et on a vraiment essayé de faire des gameplays assez variés suivant les personnages, en essayant d'avoir le moins de matériel possible pour vraiment essayer de rendre ce jeu accessible à tous ceux qui voudraient jouer, quelques D6, de quoi imprimer et c'est parti, quoi. Donc à la fois des débutants ou à la fois des gens plus amateurs, voire experts du jeu. Et puis en termes d'âge, Voilà, c'est surtout ça que je voulais aborder. en termes d'âge, je pense qu'il faut quand même une certaine maturité, sans non plus être un vieux de 60 ans. C'est Merci pour nos grands-parents. Merci pour notre youtubeur. Non, il faut. Je pense qu'on est bien 14-15. Oui, 14-15 c'est bien, 14-15 oui, c'est bien, il y a commence à avoir une certaine maturité, pas chez tout le monde, mais voilà. Les gens commencent à avoir une maturité qui se fait et qui peut comprendre certains rouages de cet univers. Et justement, moi j'ai eu l'occasion de faire récemment un scénario, ça c'est dans un autre univers, et on avait un gamin de 13-14 ans. Et à chaque fois, il nous trouvait le truc auquel nous, on n'avait pas pensé. Pour lui, ça lui paraissait logique. Voilà, et puis nous, non, ça ne passait pas. Et c'est lui qui nous trouve à chaque fois les petites solutions, comme quoi. Et je pense même que par rapport à ce que j'ai vu de la partie que j'ai fait, je pense qu'on peut même commencer à intéresser votre jeu à des enfants de 10 ans. Ça peut peut-être surprendre, mais moi, c'est ce que j'en ai fait pendant que j'étais en train de jouer au niveau de l'analyse. Après, moi je pense que dans tous les cas, tout est une question de maturité. C'est-à-dire qu'un enfant de 10 ans peut être extrêmement mature. Je l'ai déjà vu en jeu, j'ai quand même réussi à faire avec Toulouse des enfants entre 10 et 12 ans qui avaient extrêmement bien marché. Ça dépend en fait. De toute façon, je pense qu'un jeu de rôle, c'est particulièrement difficile de jauger. Le public auquel on va l'adresser, de toute façon tout dépend du maître de jeu avant tout. Oui, voilà, c'est ça. Les choix du maître de jeu. Il va changer ses propos, il va changer un Sa peu manière de faire, sa toile de fond selon qui il a en face, c'est un fait. Maintenant, lorsque j'étais, il y a une semaine maintenant, lorsque vous avez fait votre prototype, proposé votre prototype aux couleurs du jeu pour des démonstrations, il y avait une affiche. Et ce qui m'avait interpellé, c'est que j'ai eu l'impression qu'on y voyait Big Ben, enfin au moins la partie du cadran de l'horloge, et Léonard de Vinci. Par contre, moi, je ne sais pas le nom du chef-d'œuvre en question. L'homme de Vitruve. Oui, tout à fait. Donc je voulais savoir pourquoi justement sur votre affiche il y avait ces éléments-là. Alors c'est lié à notre kit de découverte qui va sortir. C'est-à-dire que c'est cette grande horloge, on va la trouver dans le prochain kit. C'est un peu le cœur de ce scénario qui va sortir. On n'en dit pas plus, mais c'était pour témoigner surtout cette ambiance un peu steampunk, Da Vinci Punk. Ça, puis Big Ben, c'est Oui, à Londres du 19e siècle, fin 19e siècle, et l'homme de Vitruve, parce que, alors là, je parle pour moi, je parle pas pour le groupe, mais bon, je pense qu'il y aura certaines résonances. je pense qu'on est d'accord. C'est que pour moi, Léonard de Vinci, c'est celui qui a amené le steampunk pour moi. Clairement, Oui, tout à fait. Pour moi, c'est le dieu du steampunk, Léonard de Vinci. Puis bon, en plus, même en mettant de côté son génie, sa polyvalence. Oui, je suis fan de Léonard de Vinci. J'adore Léonard de Vinci. En fait, aussi, par rapport à l'affiche, on mettra en lien, la partie, en fait, le logo est divisé en deux. Il y a une partie, en fait, où l'homme est coupé en deux. C'est pour symboliser à la fois la partie incarnée et la partie de l'humain. Tout ça dans l'engrenage steampunk pour symboliser le jeu.
hein, c'était une des questions que je me posais Voilà. parce que voilà, le truc, je me suis dit, tiens, pourquoi cet élément-là fait partie de l'affiche et c'est peut-être ce qui m'a justement qui a d'abord attiré mon regard. Et puis quand je suis descendu on voit le truc de Big Ben, certainement par rapport au temps ou autre. Donc j'ai trouvé franchement l'affiche bien aussi. Le temps, dans tous les cas, c'est une des clés de la question de l'univers steampunk. Oui. Hein, on voit des horlogeries très fréquemment dans ces univers-là, les automates, et l'horloge est aussi liée au fait du temps qui manque par rapport au monde qui est en train d'être détruit. C'est ça. Et puis un grand, très très grand merci à Colaskra. Oui, Colaskra qui nous a réalisé l'affiche. Et le logo. Ouais, le logo, c'est notre petit esclave dessinateur. Non, En général, on appelle ça un graphiste. Mais qui est un très bon ami à nous quatre. Un excellent ami et qui nous fait de superbes dessins. Il n'est malheureusement pas là, il est en train d'étudier à Clermont-Ferrand, on pense à lui. C'est vrai qu'il aurait sans doute pu parler plus de technique. Oui, c'est ça, et ses inspirations. Mais c'est vrai qu'il. À chaque fois, il nous fait un taf magnifique. À chaque fois, superbe. Là, la dernière fiche qu'il nous a sorti, waouh! Ouais, pour avoir vu justement la dernière affiche, je trouvais que c'était quand même pas mal réfléchi au niveau de l'idée. Sinon, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à l'interview? Non, comme ça me... Donc, comme on disait, il y aura bientôt disponible, ça sera le kit d'initiation, Oui. où il y aura bien sûr les règles, ce sera les règles, on va dire, un résumé de règles, on peut dire ça. Oui, Il n'y aura pas, bien sûr, il n'y aura pas toutes les mécaniques, évidemment. Par exemple, il n'y aura pas la création de perso, ce sera des Personnages personnages prétirés qui seront mis afin que. Mais en fait, ce qu'on voulait pour le kit d'initiation, c'est on vous donne ce scénario, on vous donne ces personnages, un peu de background en plus, et un MJ qui fait moi, je vais un peu en voyant ça, ok, je vois à peu près l'univers, tiens, et si je faisais mes scénarios maintenant? C'est-à-dire qu'effectivement, avec le kit découverte, il sera possible, avec les personnages prétirés, vraiment de faire une suite au scénario. C'est-à-dire que, en fait, ce scénario est censé poser la base un peu de l'univers du début de la grande histoire, des problématiques de l'histoire et des enjeux qui vont être posés aux personnages. Après, donc, évidemment, jouer le scénario, ça aide, bien sûr. Et néanmoins, ça n'empêche pas le MJ déjà d'imaginer quelque chose. On va essayer de lui donner des bagages suffisants pour déjà commencer à imaginer des choses avec ça. Même si, évidemment, une fois qu'on aura le livre de règles, ce ne sera pas pour tout de suite, le temps que nous fassions des mises à jour qui sera assez long. On aura évidemment un grand contenu niveau histoire, univers. On a vraiment beaucoup de fonds à proposer. Et de quoi vraiment faire des histoires assez conséquentes, je pense. Et une petite question qui me vient à l'esprit. Là, est-ce que dans les mois à venir, vous envisagez de vous déplacer sur l'Hexagone? Déjà, on a notre, pas notre quotidien, mais le fameux retour vers le ludique à Aubigny avec la Mandragore. Notre chez nous. C'est notre convention qu'on fait depuis le début. Après, nous avons été à Octogone récemment, donc à Lyon, et on y retournera sans doute l'an prochain. Pour le moment, on n'a pas encore proposé de date, on sort juste d'Octogone, donc on souffle un peu. Mais je pense que là pour le moment, certains d'entre nous ont des études, d'autres sont en transition de travail, etc. Donc pour le moment, on fait une petite pause sur les conventions, on attend de finaliser le jeu. Vraiment, là, parce que là, on est dans la fin de la mise à jour du système de jeu, qui sera enfin vraiment posé, affiné, qui a été énormément testé et beaucoup remanié. Donc on attend vraiment que tout ça soit bien posé, soit pour qu'on soit tranquille en convention. Donc je pense que d'ici fin 2018, on commencera à retourner en chasse de convention. Et je pense effectivement, sans doute Octogone sera dans nos objectifs. Oui, ça reste. Parce que franchement, on avait passé
une excellente expérience, l'Octogone. Mm. C'était vraiment très formateur parce que c'était la première fois qu'on faisait vraiment une convention aussi immense, parce que c'est immense. Et c'est surtout, c'est là où on se disait, ça y est, là on arrive dans le cours des grands. Là on est chez les grands, et puis surtout, ces grands-là, ils viennent nous parler comme un des professionnels. Mais c'était le terme, hein. quelque chose d'assez agréable. Ouais, Après, on avait déjà évidemment aussi fait Partenay, bien sûr, Ouais, on a fait Partenay, 2 années de ouais. suite, donc le flip. Après, effectivement, pour le moment, on a été plutôt en travail sur l'univers, sur le jeu, etc. Donc, on n'a pas encore beaucoup bougé. On attend vraiment d'avoir quelque chose d'assez finalisé, même si on a déjà commencé. Donc la raison pour laquelle je vous ai posé la question, c'est que j'ai des amis youtubeurs sur l'Hexagone. Des fois que vous passiez dans les mois à venir vers chez eux, si jamais ils étaient intéressés Avec plaisir. pour vous interviewer et puis pour vous faire connaître un peu plus, sachant que certains d'entre eux ne sont que des rôlistes et sont spécialisés en jeu de rôle. Donc par rapport à ça, voilà, c'était pour passer le mot. Donc pour ma part, pour un mot plus rien à dire cette fois-ci. Non, en tout cas, bien ludiquement. Donc ce que je voulais dire, la fin de la vidéo, bien sûr, comme j'avais fait la découverte du jeu avec Geoffrey, voilà, excusez-moi, j'ai un souci pour les prénoms en ce moment, j'arrive pas à me souvenir des fois des gens que je côtoie, et donc ça c'est pour la petite parenthèse, désolé, je m'excuse publiquement devant ma petite cam et puis par rapport à ceux à qui j'aurais offensé. Tu sais tous les prénoms écorchés. Par rapport à ça, donc le soir, après les sessions de jeu que vous avez proposées, j'avais demandé à ceux avec qui j'avais joué plus d'autres, donc on s'est retrouvés à 4. Derrière la caméra, ils m'ont donné leur point de vue sur le jeu. Donc vous aurez ça en fin de vidéo. Moi je voulais vous dire, si vous avez apprécié cette vidéo, faites-le savoir en commentaire. Petit pouce bleu si vous souhaitez, ça ne sera pas pour moi, ça sera pour eux. Petit pouce rouge, à savoir que cette vidéo, petit pouce rouge si vous me détestez, attention, donc ultérieurement, cette fois-ci, peut-être pour retour vers le Ligue 5, vu que Scholl m'a quasiment confirmé la date, c'est plus qu'une histoire de vote à main levée. Oui. Donc je serai là, et cette fois-ci, avec votre autorisation, je filmerai un scénario complet, comme ça permettra de voir. Pas de soucis, et on y sera. Sans quoi consiste aucun souci par rapport à c'est sûr qu'on y sera. Sinon, donc, dans ma barre à blabla qui est juste en dessous de la vidéo, sur ma page YouTube, donc il y aura les diverses coordonnées. Où on vous trouve sur le net. Si vous avez une chaîne YouTube, je ferai le lien. Ça sera aussi en diffusion sur plusieurs forums cette vidéo. Je vais essayer de la faire circuler un maximum. Même mes amis youtubeurs, n'hésitez pas à faire diffuser la vidéo de manière à ce qu'ils se fassent connaître. Et puis un jour, j'espère revenir les voir. Vous pouvez me dédicacer le chef-d'œuvre. Voilà, attendons 5 ans. C'est toujours plaisant d'avoir. En plus du livre de règles, vous avez les dédicaces des auteurs, et puis ils mettront une super belle dédicace, limite lustrage de pompe. Merci de nous avoir soutenus depuis le début. Voilà. Merci à toi. Merci à toi. Il faut bien aider les petits jeunes qui débutent dans la vie. Voilà. Et bien sûr, sur ces bonnes paroles, moi je vais vous souhaiter une bonne soirée aux 4 coins du monde. Québec, Maroc, Pérou, Belgique et la France bien sûr. Allez, à ciao, bonsoir. Salut. Bonsoir. Salut. Nous allons vous donner notre avis sur le jeu L'Autre Monde. Qui veut commencer? Moi je parlerai en dernier comme d'habitude. Honneur au chapeau. Il y a un très bon jeu, un jeu qui sort du commun, on n'a pas l'habitude. Le système de dés est très sympa. Il est plus simple que le descendre déjà. Mais par contre, un seul défaut que je reproche, trop de compétences, trop de caractère. Trop. C'est le seul truc que je peux reprocher à ce jeu. Sinon, très bon jeu, l'univers est très bien, même génial. Parce que ça sort complètement d'ordinaire. C'est des trucs qu'on n'a pas du tout l'habitude.
C'est un post-apo un peu différent pour le coup parce que ça post-nucléaire, c'est Oui, voilà, c'est rare. C'est un post-nucléaire en steampunk. C'est Ouais. encore plus rare, quoi. Donc système 2D qui est vraiment simple, c'est bien, les combats sont rapides du coup, ça c'est pratique parce qu'on se perd vite souvent avec les dés au niveau des combats. Et non, l'univers est bien, le gameplay bien, et oui, un peu peut-être les compétences à retravailler, mais je sais qu'ils ont prévu, donc non, vraiment bien. Ouais, mais sur les mêmes avis, les systèmes basés sur du D6, c'est toujours simple et efficace. Trop de compétences, après, effectivement, sur un scénario test, on n'a pas eu le temps de toutes les voir et toutes les tester non plus. Mais sinon, très bon univers. Qui gagne à système être exploré en campagne. Reste à voir la suite. À rejouer, à retester dès qu'on peut, en fait. Pour ma part. Alors moi ce que j'en sors du jeu, donc c'est que on a des MJ qui ont leur propre personnage, donc ils vont pas vous faire un coup je fais le gentil, un coup je fais le méchant. C'est ou c'est tout bon ou c'est tout mauvais. Dans ces cas-là, la personne elle a été sur la même ligne tout du long du scénario qu'on a testé. D'autre part, le système de des dés est simple, que du D6, donc il n'y a pas besoin de s'embêter à avoir divers types de dés. Donc c'est quand même assez sympathique. Le système des réussites et des échecs est quand même bien élaboré pour ma part, enfin moi ce que j'en ressens. D'autre part, les feuilles de personnages que l'on a sont quand même assez fluides. Là, on était sur 3 feuilles. C'était assez aéré, donc quelqu'un peut très rapidement retrouver les caractéristiques qu'il y a. Et pour ta gouverne, Zach, il y a plusieurs années, quand je faisais du jeu de rôle, t'aurais vu les feuilles qu'on avait, t'aurais pleuré si tu trouves que là, il y avait trop de caractéristiques. J'ai trouvé plutôt léger au niveau des Je caractéristiques. trouve que ça en faisait beaucoup pour moi. Pas pour moi, nous on travaillait avec le MJ qu'on avait à l'époque, pour donner un exemple, lui c'était un minimum de 50 caractéristiques différentes. Après, ça dépend des jeux. Voilà. Donc là je trouve que le jeu, pour ma part, le jeu est quand même bien élaboré. Et comme ça fait un petit moment qu'ils travaillent sur leur prototype, donc j'estime que c'est bien pour un prototype. C'est clair pour moi, tout était fluide, les explications étaient fluides. On a juste eu besoin de me repréciser une ou deux choses durant le one shot. Sinon pour le reste, eh ben, moi j'attends qu'une chose maintenant, que le jeu soit édité. Comme nous tous. Voilà. Qu'on puisse l'explorer en campagne. Ah oui. Parce qu'il gagne à être fait en profondeur, même au niveau des caractères. Parce que Ouais. plus on part en campagne, plus il y en a besoin de toute façon. Donc, Exactement. Tout à fait. Donc c'était l'avis de personnes qui ont testé le jeu. À vous de découvrir l'univers. Et aussi je pense à mes potes youtubeurs, quand vous avez vu la vidéo, n'hésitez pas à surtout faire circuler autour de vous, quoi. Allez, à ciao, bonsoir, c'était Papinogo. Salut. Bye.